Je sors la tête de la bouche de métro. Une vapeur hivernale s'échappe de ma gorge. Je ne connais pas ce quartier d'affaires récent et moche. Paris est une ville française enviée par le monde entier, mais surtout un cauchemar immobilier pour les Français qui doivent y vivre. On en fait toute une affaire, mais Paris, ce n'est pas grand-chose. Tu me confieras bientôt ta peur de Paris, que tu assimiles peut-être à une sorte de monstre anthropophage. Je me moquerai de tes craintes pour te prendre quelques minutes sous ma protection. Le temps de traverser quelques couloirs de métro vandalisés de publicités pour des sites internet de vente d'écrans d'ordinateurs tombés sans se casser d'un bateau, ou pour le dernier comique à la mode au théâtre des variétés. Étrange réseau souterrain carrelé sur plusieurs niveaux, qui sent la graisse à essieux, ou le caoutchouc cramé en fonction du modèle de la rame qui circule sur la ligne concernée. Mais toujours la vieille urine et la souris écrasée. J'aimerais cartographier minutieusement cette termitière, et en faire des œuvres d'art que je mettrai en vente sur des sites internet spécialisés. Dans le coin inférieur droit, je nous peindrai la main dans la main, courant pour ne pas rater le dernier train, gare de Lyon. Nous avons couru tous deux, au soir de cette journée que l'on imagine grise et venteuse très quelconque. Nous connaissant à peine, après quelques effleurements, nous décidons dans un beau sourire cinématographique de courir ensemble encore 30 ou 40 minutes. Tu avais perdu ton ticket journalier. Je t'ai offert un ticket aller simple avec correspondance dans l'heure, et tu t'es répandu en remerciements. Ce qui était adorable, mais gênant car je suis radin, mais tout de même pas à ce point. Dans mon enfance, je dessinais sur des feuilles immenses des fourmilières interminables, ou bien des soubassements d'immeubles en construction. Qui grandit dans une telle collection de souterrains ne peut, une fois adulte, que se passionner pour le métro. Sais-tu que Montréal est une ville québécoise en grande partie souterraine ? Cela se justifie par la férocité du froid canadien, qui n'a rien de commun avec nos hivers minables où la moitié du pays panique et grelotte sous 3 flocons de neige et 3 degrés Celsius sous zéro. J'aimerais visiter le Québec. Y travailler. Y fonder un semblant de famille qui parlera de choses très sérieuses avec un accent atroce. Mais c'est moi qui passerai pour bizarre. Quelles opportunités de carrière avons-nous en France ? Tu le sais aussi bien que moi, aucune dans notre entreprise arachnéenne. Nous aurions très bien pu courir pour attraper l'avion Air Canada pour Ottawa à Roissy-Charles de Gaulle, Terminal 1. Le métro n'allait que jusqu'à la Défense, Grande Arche, station bien éloignée de Roissy-Charles de Gaulle, Terminal 1. Alors ça aurait quand même été compliqué, même avec des correspondances autobusières, tramwesques, autolibiesques, covoitureuses, ou vélibissimes et marche-à-piesques. Le métro fonçait dans le dédale aux murs vérolés de graffiti. En France, les métros sont d'une saleté repoussante, carmondissime. Partout ailleurs, on peut lécher ses doigts après avoir tâté chaque élément du système ferroviaire, mais surtout pas à Paris, sauf à désirer une hépatite C, ou se vidanger en hâte les intestins, ce qui peut constituer une excuse valable pour ne plus aller pointer dans son entreprise arachnéenne pendant 4 jours. Mais surtout pas à Paris. Dans ces couloirs fantastiques qui sentent la vieille urine de clochard que personne n'éponge, surtout pas les employés des sociétés privées de nettoyage, qui pointent comme des pions chaque matin, dès 5 heures, et n'ont aucune excuse, sinon ils retournent dans leur pays par charter, Roissy-Charles de Gaulle, Terminal 3. Nous nous sommes contentés de suivre le plan, de répondre positivement à l'attente, à l'ordinaire des choses. Aller gare de Lyon, et prendre chacun un train pour l'une des 2 villes qui se font face, chacune sur son sommet, et qui s'ignorent la plupart du temps. 2 petites villes de province mortes à pleurer, vers lesquelles le Parisien lorgnera encore longtemps en se marrant, oubliant un peu vite que c'est de là que venait son grand-père, qu'il était parti par nécessité pour la capitale, mais qu'il pensait toujours avec nostalgie à ces montagnes douces. Nous sommes rentrés, sans originalité. On m'a si bien appris. Je ne suis pas apte à la déviance. Je n'ai pas envie de l'être. J'ai peur de dévier. Rien de plus difficile que d'être libre. Qui voudrait de la liberté quand on peut avoir la chaleur ? L'amour et l'épanouissement exigent une folie que bien peu sont capables de fournir.
Pourquoi courir sur des sommets enneigés, le nez rouge de froid quand on a sa presse à scandale, de moins en moins scandaleux, à lire devant un poêle et un tas de bois, ou un radiateur en fonte et une chaudière alimentée au gaz de ville, celui qui transite par les pipelines de notre vallée? Pourquoi chercher le risque à l'autre coin de l'océan quand on a son train à l'heure gentiment installé sur ses rails? Le train est là. La place est prête. Réservée depuis 1 mois. La place est prête, vide, propre, le motif bleu jaunâtre pas trop élimé. C'est ma place. Mon petit monde pour les 3 prochaines heures. On ne me délogera pas de mon fauteuil rigide. C'est ma tablette. Je peux poser tout ce que je veux jusqu'à ce qu'elle casse. Le marchepied sous le siège est mon marchepied puisque j'ai payé. Même avec des chaussures crasseuses qui ont foulé la neige fondue, c'est mon marchepied. Le billet fait office de passeport pour la destination que l'on attend de moi que je suive. C'est écrit lisiblement, aucune erreur n'est tolérable, même si l'on s'en fout après tout. Je ne peux pas monter dans ton train. Partir pour ton monde. Rencontrer ta ville et connaître ta famille. Sentir ton intimité féminine dans ton lit. Mon billet est échangeable, pas ma raison. Pas ma peur de dévier des rails. Tu suis toi aussi le plan. Tu te conformes à la planification établie par le comité central. Nous sommes des êtres soviétiques. Je te connais à peine, nous avons déjà été déraisonnables, anticonformistes, au point d'échanger 5 phrases de sympathie et décider de retourner ensemble gare de Lyon, et même, suprême folie, d'échanger des numéros de téléphone que l'on n'osera jamais composer. La communication va être interrompue. Nous rentrons dans des foutus tunnels de béton pur. Le métro est un train lui aussi, mais sans confort et sans longueur. J'ai payé, cher, mais la place n'est ni propre, ni mienne, ni vide. La première momie venue pourrait me déloger. J'en déduis que sous terre, les lois sont différentes. Ce n'est pas la même République. Ce qui différencie aussi le train du métropolitain, c'est le degré de propreté. Même un peu vétuste, le train ne dégoûte pas trop. Face à moi, 2 colonnes de fauteuils velours synthétique bleu jaunâtre élimé, une voiture 5, seconde classe, où le moche le dispute au ravagé. Un genre de moquette pourrie au sol, les toilettes qui en font fantasmer certains aux 2 bouts du wagon. Aussi déglinguée que soit cette ferraille ferroviaire, je lui fais confiance pour sa relative propreté. Peu importe sa destination géographique, une rame de métro va toujours de derrière elle à devant elle. Toute autre considération n'est qu'abstraction débile. Station Châtelet. 2 femmes côte à côte. L'une avec un décolleté démesuré, les seins à moitié à l'air, à moitié plastique. L'autre porte un voile quasi intégral. Elles ne se parlent pas, ne se regardent pas, ont le même regard sans vie que des millions de Parisiens. Elles cohabitent dans un pacifisme hostile, mais devenu habitude, comme nous le faisons tous, à la fois heureuses d'être ici et inconsciemment agacées sans doute de ne pas pouvoir posséder pour soi seule la ville, ne pas pouvoir la modeler selon leurs vœux, au diapason de leur petite création idéologique personnelle. 3 jeunes filles scouts en culottes courtes, laissant à l'air libre leurs belles jambes musclées et bronzées, discuter de Dieu ou je ne sais qui, en surveillant d'un œil leur sac à dos. Avec leur pull et leur foulard autour du cou, elles me faisaient penser à des membres du Komsomol. Et je leur aurais volontiers parlé de Lénine en parcourant ou croquant leur corps sportif. Quelques stations plus loin, 2 autres personnes. Un garçon et une fille. Ils ne se parlent pas. Semblent ne pas se connaître, mais ont le même regard triste et la même inclination de la tête, les mêmes mains posées sur les cuisses. On voudrait les rapprocher l'un de l'autre, imaginer le début de leur histoire et surtout pas la fin. Dans une rame de la ligne 2, au moment où les rails dominent la ville avec une majesté sale, une lolita japonaise au barésil un peu pute lisait un exemplaire écorné de la Société du spectacle. Je me suis demandé, est-elle vraiment intéressée par Guy Debord? Est-elle intelligente en plus d'être attirante dans sa jupe minuscule? Se donne-t-elle simplement un genre pour séduire avec facilité? Je prends souvent le train pour Paris, traversant la moitié du pays à vitesse moyenne. Sans être une expédition, il faut se lever très tôt pour espérer arriver au milieu de la matinée. Les visages affaissés de fatigue à 6 heures du matin, la ville vide et la gare à peine éveillée. Sans le moindre succès,
J'essaye toujours de me rendormir une fois à ma place. Le reste de la journée s'étire alors en bâillements, yeux douloureux et sensations de froid. Nous avons sacrifié la moiteur du sommeil pour la dureté de la vie éveillée. On peut tout à fait se représenter la France comme un gigantesque réseau de communication avec plusieurs niveaux d'échange et nœuds d'interconnexion. Pour ce qui est du train, ce mode de transport captif et contraignant, mais romanesque, le réseau est comme l'œuvre d'un modéliste maniaque. L'identité du maniaque, chacun l'aura devinée ou inventée selon ses convictions spirituelles. Aujourd'hui, je suis place 77, sens de la marche, fenêtre, seconde classe, voiture 5 à 6h17 du matin. Le train fait tada-tadam, tada-tadam. Au Japon, ils ont construit des monorails, des asticots qui glissent sur une longue construction de béton. Le monorail fait bruit sourd et pas désagréable. On peut se rendormir. Mais au Japon, les trains sont surchargés, alors on ne peut pas se rendormir. Le Japon est le dernier empire au monde. L'archipel entier est donc un monument historique, un patrimoine de l'humanité. En revanche, la France est une république impériale, où les trains font tada-tadam, empêchent de dormir, tombent en panne et n'arrivent que difficilement à Paris-Gare de Lyon ou Lyon-Gare de Paris, souvent avec exactement 29 minutes de retard. Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est à partir de 30 minutes que l'on peut prétendre à un remboursement. Le train est un monde clos. Il ne s'y passe rien de plus exaltant que le passage du chariot qui te vend pour le prix d'un repas honnête dans le monde extérieur des espèces d'ersatz d'aliments, stériles au niveau sanitaire, stériles en termes culinaires. Je suis passé par hasard il y a quelque temps devant l'entrepôt où sont stockés les repas, en attente d'être vendus dans un Paris-Lyon ou Lyon-Milan. C'était à vomir. Des tas de sandwichs jambon poulet en vrac, sous cellophane, à côté d'une montagne de café soluble, sorte de terreau vaguement aromatisé, qui ne produira jamais qu'une eau brune clairette, chèrement vendue, et probablement cancérigène. J'ai besoin de voyager, car l'appréhension du monde par un seul lieu vu et connu ne peut pas être satisfaisante.